Bonjour, bienvenue sur Africly. La semaine dernière, nous avons plongé dans l'univers de l'autrice Emily Boom avec son dernier roman Le rêve du pêcheur. Aujourd'hui, je vais vous partager l'interview que j'ai eu la grande chance et la grande joie et l'honneur de réaliser d'Emily Boom lors du dernier Salon du Livre à Genève. Alors avant de vous laisser avec l'interview d'Emily Boom, je voudrais rappeler les 3 événements que j'organise en collaboration avec la bibliothèque Hergé d'Etterbeek. Donc, samedi 25 mai de 10h à 13h, là nous allons réaliser les carnets de voyage de la République démocratique du Congo. Ensuite, la semaine qui suit, donc le jeudi 30 de 18h30 à 20h30, là c'est la causerie littéraire et ça sera l'occasion pour moi de vous partager mes coups de cœur concernant les dernières parutions dans les littératures africaines. Ensuite, le dernier événement aura lieu le jeudi 6 juin de 18h30 à 21h. Et là, à la bibliothèque, nous allons recevoir l'auteur Jean Boffan. Alors, je vous dis déjà à la semaine prochaine et je vous laisse avec l'interview d'Emily Boom. À bientôt. D'accord. Voilà. Donc, les thèmes que vous avez développés dans votre dernier livre, donc ici les rêves du pêcheur, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus. Le rêve du pêcheur, c'est un roman qui parle de transmission et d'identité quand les géographies sont rompues. Quand on n'est pas dans le lieu dans lequel on a grandi, quand on ne connaît pas la langue et quand on n'a pas de notion de son histoire, finalement on ne sait pas d'où on vient. Qu'est-ce qu'on garde malgré tout? D'ailleurs, est-ce qu'on garde quelque chose? Qu'est-ce qui s'inscrit à nous comme dans nos gènes et qui va nous constituer même à notre insu, finalement? On parle beaucoup de mémoire traumatique, mais c'est aussi la mémoire de la joie et de l'amour et de toute la complexité de nos vies. Donc, c'est un peu un déracinement aussi. Oui, c'est un livre sur le déracinement. C'est un livre sur la capacité de rêver l'ailleurs et à quel point ça peut être dangereux dans la mesure où ça nous déracine d'une façon qu'on n'avait pas forcément prévu et qui nous oblige à nous réinvestir différemment dans notre destin. C'est aussi un livre sur de ce qu'il advient de nous quand on part, dans la façon dont on part. Parce qu'on est appelé à partir, c'est comme ça. Nous, les Africains, on part de notre village, on s'installe en ville, et puis au fur et à mesure, l'idée c'est d'arriver en ville et de partir encore ailleurs, de se construire, de partir toujours vers ce progrès, cette modernité, ce rêve en fait que nous poursuivons. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes partis? Parce que les lieux ne bougent pas. Et les lieux dans lesquels nous arrivons, nous sommes bien obligés de nous y inscrire avec les préjugés que nous trouvons sur place et qui nous concernent. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange de toutes ces contradictions qui nous habitent et qui nous traversent avec plus ou moins de force en fonction des moments de notre existence? Et là, j'aimerais vous parler aussi de ce petit paradis, donc ce petit village de pêcheurs. Oui, Campo, donc c'est un petit village de pêcheurs qui est à l'extrême sud du Cameroun. Et c'est vraiment un village qui est au bord de l'Atlantique et du fleuve. Et de l'autre côté, on peut voir les autres pays comme la Guinée équatoriale ou le Gabon. Et c'est les mêmes peuples qui parlent les mêmes langues, mais c'est d'autres colonisations, c'est d'autres pays. Et moi, quand j'ai découvert ce lieu assez tardivement, je l'ai trouvé extrêmement joli. Et puis, j'ai eu aussi l'intuition que le Campo tel qu'il existait aujourd'hui n'avait déjà plus rien à voir avec le Campo d'avant, qu'il avait déjà été très modifié et voire déserté parce qu'il y avait très peu de gens.
alors que il y a la mer, il y a le fleuve, il y a la terre et tout est fertile. Mais c'est quand même un lieu d'où les gens partent. Et ça n'a pas vocation à durer dans cet état-là aussi. À mon avis, dans les prochaines années, voilà, ils vont en faire quelque chose de station balnéaire. C'est trop beau pour rester vierge. Voilà. Ah, il faudrait en profiter maintenant. Oui, en fait, l'idée, c'est même pas d'en profiter parce que je pense que personne ne va en profiter. C'est comme tous ces endroits qu'on a et qu'on pense éternels, qu'on pense qu'ils seront toujours là et qu'on n'a pas à l'idée de... Si on pensait en profiter, il faudrait d'abord songer à les protéger. Ah oui. L'idée de se dire vite, profitons avant que ça ne change, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est est-ce que nous tenons suffisamment à ces endroits, ces lieux, pour les protéger de la destruction et est-ce que nous le voulons? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont capables de vous dire oui, mais bon, le progrès va venir avec les routes, les hôtels. Voilà, c'est toujours ce même progrès qui va arriver et qui arrive et qui a cette force à la fois de séduction extrême et de destruction. Oui, mais là, c'est les compagnies qui sont venues. Oui. Donc, dans ce que je raconte dans le livre, le village change radicalement en peu de temps parce qu'il y a une compagnie forestière qui vient s'installer et puis surtout parce que il y a la compagnie forestière organise une coopérative de pêcheurs. Donc, les pêcheurs, plutôt que d'être maîtres d'eux-mêmes et d'aller à la mer et de revenir, ils s'inscrivent donc dans la coopérative. Je leur dis, vous pêchez, vous venez nous donner, on va vendre le poisson, on va négocier les prix. Et ils y vont et ça marche très bien dans un premier temps. Après, on leur dit, mais vous gagnez de l'argent, prenez des crédits. On vous donne gratuitement, vous pouvez acheter une moto, vous pouvez acheter un four, un canapé. Vous aussi, vous pouvez être des gens modernes. Et ça, c'est difficile de résister. C'est le début de la fin. Ben voilà. En fait, c'est le début d'un certain type de vie. Et donc, combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre et comment vous avez eu l'idée en allant sur place? Oui, je suis beaucoup allée à Compo. J'ai pas mal travaillé sur cette région parce que elle n'existe pas énormément dans la littérature. Il y a des lieux, des sujets quand vous travaillez dessus, d'autres ont déjà travaillé dessus. Oui. Par exemple, la pêche industrielle, les ravages de la pêche industrielle sur les villages de pêcheurs le long des côtes, mais dans le monde entier. Ça fait partie d'une vraie réflexion qui existe. Mais ce village-là, pour pouvoir comprendre les enjeux, ce qui se passait, et pour en faire un vrai objet littéraire, je me devais d'y aller et de m'imprégner des lieux. Donc, ce que j'ai fait. Ah oui. Et puis voilà. Ah oui, c'est en le découvrant. Et puis après, le rapport avec l'exil, le rapport avec le bannissement et l'idée de partir de son plein gré ou pas, parce qu'on le rêve pas, c'est venu comme une espèce d'évidence. Mm-hmm. Et donc, par rapport justement au livre et à la création, quels sont vos projets? Vous êtes déjà, peut-être pas dire le titre. Non, je ne peux pas encore, mais vous êtes sur des projets. Je suis déjà sur d'autres projets qui me tiennent à cœur. De toute façon, j'ai besoin d'avoir toujours un projet littéraire. C'est ma vie, écrire. C'est ça qui me tient debout et c'est ça qui fait que tout le reste tient. En fait, c'est mon équilibre. Donc, voilà. Donc, encore dans le roman? Dans le roman, dans le récit. Enfin, il y a d'autres, peut-être même une pièce théâtrale ou de la poésie. Voilà, il y a plein d'idées comme ça qui se bousculent. Et il m'arrive qu'il y ait toutes les idées et que toutes soient réunies dans un roman. On va voir. Pour l'instant, ça se met en place. C'est un temps de construction un peu interne. Et à un moment, j'éprouverai le besoin de l'écrire et on verra bien sur quelle forme ça s'exprime. Ah oui, donc pour l'instant, c'est plus au niveau des idées, voilà. Assembler un peu. Exactement. Ok. Et donc, on va tourner toujours dans les textes, mais parlez-moi un peu de vos lectures, vraiment de l'enfance. Alors, ce qui a été marquant. Moi, j'ai grandi avec les livres qui nous arrivaient. J'ai grandi à Douala avec les livres qui nous arrivaient dans les bibliothèques, qui étaient exactement les mêmes livres ici.
c'est-à-dire le Club des Cinq, la Princesse de Ségur, Ah oui. voilà, les contes et légendes du monde. Et après, il y a aussi des livres que j'ai lus enfant et dont je me souviens, comme Camarala et l'enfant noir, Ah oui. comme le conte de Were Were Likin qui est là, qui s'appelle Liboy Likundum, qui est vraiment un conte qui était très présent au moment où moi je grandissais. Mais on n'avait pas tellement accès à un autre type de littérature que la littérature classique occidentale Oui. qui nous venait par conteneurs entiers. Ah, Voilà, si. ah, c'est ça. Alors après, je suis tombée sur Pépite sur YouTube. Et là, j'avais l'impression que vous étiez en adoration, que vous répétiez la façon dont vous en avez parlé. Oui, oui. Un peu plus. Monga Métis, pour moi, c'est un écrivain absolument crucial au Cameroun. D'abord parce que c'est un écrivain de l'engagement et que toute sa vie a reflété cet engagement. Il a compris bien avant d'autres quels étaient les ravages de ce qui se passait au Cameroun dans ce que imposait la France-Afrique, donc l'exploitation néocoloniale, celle qui a suivi les indépendances, et le mensonge global dans lequel le pays est en train de sombrer. Et d'une certaine façon, ce qu'il a écrit reste une référence en la matière parce qu'il s'est adressé aux jeunes générations, il a laissé témoignage de ce qui se passe et ça permet à plusieurs générations aujourd'hui non seulement de ne pas oublier cette histoire et ce qu'elle a coûté, mais aussi de pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir construire eux-mêmes une œuvre littéraire. C'est un combat, c'est quand la littérature devient un combat qui s'incarne dans les mots, dans les livres, dans la vie, dans les corps et dans les destins, parce que il a été exilé pendant des décennies, il n'a pas pu repartir au Cameroun, il a vécu exclu aussi en France. Donc il y a quelque chose dans la vie de cet homme qui est une forme d'exemplarité. Et moi, je ne connais pas beaucoup ces textes comme c'est en voyant. Oui. J'ai là dans cette œuvre. Oui. C'est aussi un peu comme un messager. Oui, c'est plus qu'un messager, c'est un passeur. Ouais. C'est quelqu'un qui a transporté la flamme et qui l'a remassé le moment venu. Et on s'en empare ou pas. Mais il a fait sa part, en fait. Ouais. Il a fait dur. Oui, mais je pense dans son travail, donc il a vraiment donné les clés aussi. Oui, voilà, pour comprendre et pour ne pas se laisser tromper. Oui, c'est ça. Non, ça a été vraiment, merci, ça a été belle. Mais c'est tant mieux, Belle tant mieux découverte. que ça essaime et que ça... Ah oui. Oui. Et vous, comment vous avez décidé, comment vous êtes-vous venu à l'écriture et puis décidé de publier et d'en faire votre métier? L'écriture, ça a toujours fait partie. L'écriture et la lecture, ça a toujours fait partie de ma vie. Il n'y a pas de moment où j'ai décidé que j'allais me mettre à l'écriture parce que ça a toujours vraiment fait partie de mon moyen d'expression depuis que je suis enfant. Mais c'est vraiment la publication. Parce que je n'ai pas forcément grandi dans un environnement où je pensais qu'on pouvait vivre de la littérature ou même écrire des livres et en faire un métier. Moi, de façon très classique, j'ai fait des études et j'ai travaillé pour gagner ma vie et pour fonder ma famille. Oui. Voilà, dans tout à fait d'autres domaines. Et je viens à l'écriture relativement tard. Et moi, je dis souvent quand j'interviens dans les collèges, quand je parle aux enfants, je leur dis à la question « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Moi, j'ai répondu très tard, au-delà de la trentaine. C'est là que j'ai pu répondre une bonne fois pour toutes. Je veux être écrivaine. Donc, ça m'a pris tout ce temps et je leur dis, ne vous inquiétez pas, j'espère qu'à un moment ou à un autre de vos vies, vous trouverez votre chemin. Oui. Ça a maturé. Ça a maturé, ça a pris du temps, ça a pris... voilà. Et une fois que ça a été lancé, j'ai su avec certitude que je voulais exister dans la littérature. Et la publication maintenant. Oui, c'est ça. Et ça a été assez facile. Vous avez trouvé... Non, ce n'est jamais facile. Il y a plusieurs étapes. Plusieurs personnes vous le diront. Moi, j'ai commencé par publier chez un éditeur qui s'appelle Armaton et qui
ne correspondait pas forcément à ce que je recherchais, mais j'avais aucun moyen de savoir. Je débarquais dans le milieu, mais je n'ai aucun regret parce que ça aussi, ça m'a permis d'avoir un premier livre et puis de continuer. Et puis il faut commencer quelque part. Oui. Et au fond, ce qui m'a sauvée, je pense, et ce qui continue de ce que je dis aussi aux jeunes écrivains, c'est que j'ai écrit avant de penser à être édité. C'est-à-dire que j'étais pas en train de me dire, au moment où j'écrivais ce premier livre que je voulais éditer, j'étais pas en train de me dire où, quand, comment, est-ce que... Non, c'est une fois que le livre a existé, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, très bien, ça pourrait intéresser qui? Et je me suis plantée, évidemment, mais le livre existe. Et quand le livre existe, c'est le début de quelque chose forcément. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas rien C'est pas rien. de venir au bout. Exactement. Et vous pouvez vivre de votre plume. Aujourd'hui, je suis organisée pour ça, oui. Ah oui. Je suis organisée pour, à l'intérieur de la littérature, de faire plusieurs choses qui me permettent à la fois de vivre. Je ne suis pas riche et je ne le serai jamais, c'est un choix aussi. Oui, c'est ça. Et, Vous avez le temps. Et de prendre le temps d'écrire les romans. Oui, parce que ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande aussi ça exige aussi de nous une forme de solitude. Oui. Et les sociétés ne sont pas tout à fait organisées pour vous payer au moment où vous écrivez. Ah non. Voilà. Donc il y a un temps. Ce temps-là, c'est aussi gratuit. Faut le savoir. C'est ça. C'est pas rémunéré. Non, c'est pas rémunéré. C'est après. Voilà. Oui. Après, et puis aussi, on ne vit pas après. Les charges, c'est tous les mois. Oui. Donc, c'est aussi comment vous organisez tout ce qu'il y a autour pour pouvoir vous en sortir malgré tout et trouver la liberté et le temps d'écrire. Oui. Félicitations, parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ça demande qu'écrire soit un vrai métier et qu'on le réfléchisse comme tel. Oui, vraiment, parce que le temps d'écriture, Oui. Alain Babarkou disait la fois passée, il parlait de mettre à la poubelle, de récupérer, etc. Oui, c'est un temps très long d'écriture, de réécriture, d'isolement, voilà, et de doute et aussi d'exaltation profonde parce que c'est un pur temps de création. Je veux dire, personne ne m'oblige, hein. Personne ne prend son fouet pour me dire, allez, écris, sinon je te tape. Donc, c'est aussi mon choix. J'avais donc une petite question qui me tient à cœur parce que moi je suis éducatrice. D'accord. Je suis aussi dans l'animation littéraire, etc. Mais au niveau des enfants et des enseignants. Est-ce que vous pensez écrire aussi pour les enfants ou la jeunesse? J'y pense. Oui, je pense. Album c'est-à-dire que là, je suis en train de réfléchir à une espèce de conte philosophique, mais orienté vers la jeunesse. Dans la jeunesse. Ah oui. J'y pense. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose, c'est pareil. Ça fait partie des... Oui. Donc, d'une réflexion. Oui. C'est pas exclu, quoi. Non seulement c'est pas exclu, mais c'est une vraie réflexion. C'est pas... Voilà. C'est très concret. Ah oui. Ah, super. Oui, parce que... Ça sera... Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, parce que je sais que vous êtes très sollicité. Merci. Je vois les auteurs commencent à être fatigués. C'est C'est clair. l'avant-dernier jour, c'est les interventions, etc. C'est vraiment gentil d'accepter comme ça. Non, mais de rien. Élevé, Merci à vous. et vous aurez mon retour. N'hésitez pas. Oui, j'aurais fini. Merci.